à l'image de vos envies. Modifiez vos textes, choisissez un arrière-plan ou téléchargez le vôtre et ajoutez des galeries élégantes. Vous pouvez même réaliser votre boutique en ligne en un rien de temps. En quelques clics, connectez votre site à vos réseaux sociaux. Intégrez des applications web comme Google Maps, affichez votre formulaire de contact et profitez d'une multitude d'autres services utiles. Et voilà, vous avez créé un site professionnel remarquable qui s'adapte parfaitement aux smartphones et tablettes. Créez un superbe site internet dès aujourd'hui. C'est facile et gratuit. Vigile.Québec, un site qui vous offre l'actualité vue autrement. On aimerait également remercier la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Devenez membre de la Fondation Équipe Québec. 77990-9903. Merci à Solutions Concept Web SLC. Vous pouvez les rejoindre au 1-855-564-2835. Alors donc, Nathalie Normando qui fait un retour à la radio, on a pensé l'aider à composer son équipe de collaborateurs. Sur radioinfocité.com, c'est le moment. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 15 juin 2017. Oui, ce soir, d'autres nouvelles qui ont retenu mon attention. Mais je sais que Antoine Boucher-Paquette va être avec nous dans quelques... il est déjà arrivé dans le bâtiment, ce qui fait que ça ne sera tardé. Et je sais pas si Stupid va venir nous rejoindre. J'ai aucune idée. Je sais que Joanne Lachance m'a dit que oui. Ce qui fait que est-ce qu'il est déjà là? Je sais pas. En tout cas, quand il va être arrivé, il va sûrement me faire signe et je vais le prendre directement quand il va être là. Oui, ça, on sait tous ça, hein, que Jean Charest, la grosse cabane à Westmount. On savait ça depuis fort longtemps. Pardon. On savait ça depuis fort longtemps qu'une fois qu'il a quitté le parti, à l'époque, progressiste conservateur, pour devenir chef du Parti libéral, il a fait l'acquisition d'une superbe maison à Westmount. Et maintenant, l'UPAC enquête sur, la façon dont il aurait acquis cette maison. Est-ce que il y a des bailleurs de fonds qui lui ont acheté cette maison? On sait que on a dit le nom de Sam Pollock circule. On sait qui est Sam Pollock pour les plus vieux d'entre nous, l'ancien directeur général du Canadien de Montréal. Et probablement, il y aurait là-dedans de grosses familles extrêmement riches. Et si vous voyez la maison, j'ai publié sur mon compte Facebook, c'est en début de journée la photo de la maison. Et je peux vous dire une chose, c'est un château, là, on peut dire. Stu, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, la grande fin de semaine arrive à grands pas, et puis on en reparlera un petit peu plus tard si tu veux. Mais chose certaine, aujourd'hui, on a vu que Jean Charest, il reste pas dans un shack, hein? Je sais pas si tu as vu la photo de la maison, mais c'est pas un shack. Puis l'UPAC enquête là-dessus. Encore une fois, est-ce que, puis toi, je sais que c'est ton dada un peu, la liberté d'expression, est-ce qu'on a le droit de parler de tout ça? Est-ce que on a le droit de spéculer là-dessus? Non, évidemment, il y a une enquête de police, mais excepté que je peux te dire une chose, il reste pas dans un shack. Mais avant de parler de tout ça, je sais pas si tu as pris connaissance, j'ai vu ça passer un peu tantôt là sur les réseaux sociaux à Saint-Henri. Il y a une guerre qui se passe là qui est pas normale. Écoute, il y a encore une fois, je sais pas si c'est des anarchistes ou des gens là,
Il y a un des commerces qui est là, un restaurant qui a été encore une fois attaqué hier soir. Mais là, on a pris une bonbonne pour éteindre des feux. Puis on a bourré ça de peinture, puis on a brisé, je pense, la vitre, puis on a aspergé le restaurant au complet, la vaisselle pleine de peinture. Et il y a une guerre qui se fait pour les... Puis ça, je peux te dire une chose, Stu, c'est des petits commerçants, un saucissier là qui vend des saucisses faites maison à, je sais pas, moi, écoute, c'est pas des riches, ça là, c'est pas McDonald's, Couche-Tard, etc. Et moi, ça me choque au plus haut point, parce que c'est des gens, parfois, des petits couples qui ont mis toutes leurs économies pour s'ouvrir un petit commerce, puis là, on les écœure, puis la police, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment, là, c'est s'acharner sur des petits commerçants qui, à un moment donné, puis moi, je pense pas que c'est embourgeoiser le monde, là. En fait, regarde, c'est des voyous. Et il y a eu des voyous constamment dans l'histoire de l'humanité. C'est juste que présentement, les voyous ont une cause, entre guillemets, noble. C'est-à-dire contre la gentrification, contre le patriarcat, pour le féminisme, etc., etc. Donc, ils ont une cause noble. Et, tu sais, dans le temps, tu faisais un mauvais coup, tu savais que tu faisais un mauvais coup. Là, maintenant, t'es un délinquant, puis là, hey, j'ai une cause, je suis un chevalier et je vais aller scraper des magasins. Tu sais, c'est pas des gens intelligents, c'est pas des gens, c'est pas des nobles chevaliers. C'est des trous de cul comme il y en a tout le temps eu, sauf que là, ils se cachent derrière une cause. Et tu sais quoi? Ils sont applaudis. Tu sais, dans le temps, là, quand t'étais un voyou, il y a personne qui t'applaudissait, à part peut-être 2-3 de tes chums. Mais là, ils sont applaudis. Ce sont des héros dans le milieu des antifas et des justiciers sociaux. Imagine-toi. Tu sais, tu peux vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre avec eux autres. Ouais, c'est vrai, mais je peux te dire une chose. Quand tu regardes les petits commerçants qui sont attaqués, là, je trouve que ce n'est pas de s'attaquer si on veut vraiment là s'attaquer aux multinationales. Écoute, de l'embourgeoisement, là, je peux te dire une chose. Tu sais, on regarde... bon, on va faire une chronique, si tu veux, montréalaise. Il y a du trafic. Je le vois, là, j'ai un scooter, Stu, puis je vais même pas travailler... Moi, je pars de Rosemont, en fait, dans le coin de Rosemont, puis je travaille à Saint-Henri. Je vais même pas travailler en scooter parce que il y a trop de trafic, puis le monde sont trop fous le matin en auto, puis le retour à la maison, puis c'est trop... Moi, je perçois que c'est trop dangereux traverser la ville comme ça, là, traverser le centre-ville, parce que pour te rendre à Saint-Henri, t'as quasiment pas le choix d'aller au sud du Mont-Royal. Fait que tout ce qui est au sud du Mont-Royal, c'est le centre-ville. Donc... Et puis je regarde des petits commerces à Saint-Henri qui se font attaquer, là, le petit restaurant Ludger, même que le local de Projet Montréal a été attaqué. Mais chose certaine, c'est que Montréal, c'est une île. Et puis ça prend des ponts, puis à un moment donné, la rue Sherbrooke, on peut pas en continuer plus loin. Puis du nord au sud, on peut pas construire plus loin. Fait que puis il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'automobilistes. Puis ceux qui chialent pour la circulation, ben checkez bien vos ceintures, parce que ça va être de pire en pire, puis plus ça va aller, pire ça va être. Même si tu répares les rues, ça va aller aussi lentement, puis ça va être pire parce qu'il y a plus de monde sur la même île, puis plus de chars. Ce qui fait que là, ça devient un maudit avantage de rester sur l'île pour pas traverser de pont. Fait que, éventuellement, là, veut pas, les loyers vont augmenter. Et puis ça va affecter tous les quartiers de Montréal d'ici 20-25 ans. Écoute, c'est déjà commencé, là. En fait, il y a un exode vers les rives. Tu vois, comme si tu veux élever une famille, t'as pas le choix de t'éloigner de Montréal parce que c'est rendu invivable maintenant. Tu sais, là, le espèce de délire de gentrification, là, il y en a pas, OK? C'est une hypothèse qui tient pas la route. C'est du délire total. Et là, ce qui va arriver, c'est que à mesure que la violence va augmenter dans certains quartiers, à mesure que les commerces vont fermer, il va y avoir moins d'emplois, donc il va y avoir de plus en plus de gens sans emploi dans ces quartiers-là. Et qui dit sans emploi dit pauvreté, qui dit pauvreté dit violence. Donc c'est un cercle vicieux, à moins que les politiciens décident de mettre un coup de barre là-dedans, comme ça s'est fait à New York. Et il y a certains quartiers de Montréal qui sont vraiment condamnés, puis il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, tu sais, quand tu es un antifa, là, on s'entend-tu que tu n'as pas de maîtrise en économie? Tu sais pas comment ça fonctionne. Eux autres, ils pensent vraiment binaire. C'est-à-dire, moi, je suis pauvre, puis si je suis pauvre, c'est à cause des riches.
Puis quelqu'un qui a un commerce, c'est un riche, donc je vais aller fracasser sa vitrine. Leur logique s'arrête là. T'as-tu déjà essayé d'avoir une conversation avec n'importe qui proche d'être un antifa? Oui. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça donne rien. Ben, je peux te dire, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une première manifestation au mois de janvier où il faisait très, très froid devant l'hôtel de ville de Montréal. Je suis allé faire un tour. Et puis, à un moment donné, il y en avait une couple de ceux-là qui, en tout cas, je me suis approché parce qu'il y en a qui parlaient avec des gens qui étaient pas dans la meute, là, mais qui étaient du côté de la meute, puis des organisateurs, là, au niveau contre la loi, Ottawa, je sais plus le numéro, puis la loi 63 au Québec, là. Et là, j'ai pincé en grande conversation, les deux. Et l'Antifa, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrêtait pas de crier après le monsieur, puis il laissait jamais placer un mot. Fait que là, je t'ai intervenu, je dis, écoute, là, parce que je vous écoute tous les deux depuis tantôt, c'est seulement que toi qui parles, puis tu cries, puis tu traites de raciste, puis il a pas placé un mot encore, le monsieur. Je peux-tu entendre ce qu'il dit, parce que il y a rien... Et là, il y avait rien, mais rien à faire. Et puis ça, c'est pas nécessaire d'aller chercher chez les antifas, Stu. C'est aussi beaucoup, puis je veux pas généraliser, mais en tout cas, je suis obligé de le faire, des gens d'un peu de la gauche de Québec solidaire, qu'aussitôt que tu places un mot, mettons, qui est de centre-droite, ben là, tu te fais traiter de toi et non, qu'il n'y a pas sa planète. Pas besoin d'être de centre-droit. Eux autres, parce que le centre... dans le fond, c'est que à la minute que tu challenges leur doctrine, tu deviens l'extrême droite. Eux autres, encore là, oui. Tu sais, ils veulent être non-binaires au niveau de l'expression du genre. Le nombre de genres est infini. C'est quoi ça, non-binaire, binaire, dans ça, le genre? Moi, je comprends plus rien. Je m'excuse, là. Fais mon éducation là-dedans. L'autre jour, là, je te dis, j'étais à quelque part, puis il y a quelqu'un qui dit à une fille... que, bon, il l'appelait par, en tout cas, une fille, c'est une fille, bon. Elle dit, mais je suis pas une fille, moi, je suis queer non-binaire ou binaire. Gender queer non-binaire non, ou c'est quoi ça, binaire puis non-binaire? Regarde, c'est que la biologie dit que notre espèce est une espèce qui se reproduit de façon sexuelle. Donc, il y a un côté binaire à notre espèce. C'est-à-dire, t'es soit un mâle, soit une femelle. Ouais. OK, on s'entend? Quand tu nais, le docteur va dire c'est un gars ou c'est une fille, ou même si le docteur le dit pas, tu vas le constater par toi-même. Sauf que là, on est rendu dans une espèce de délire d'expression du genre. Et ça a commencé avec les transgenres, qu'eux autres disent, ben moi, je suis une femme, mais je me sens homme dans mon corps et je serais beaucoup plus à l'aise si j'avais une apparence d'homme et que je vivais comme un homme et vice-versa. Mais ça demeure quand même du binaire. C'est-à-dire, je suis un homme, mais je me sens femme. Je suis une femme, mais je me sens homme. Le non-binaire, c'est je suis ni homme ni femme. Mon genre, c'est genderqueer, non-binaire, ou tu sais. Et là, ils veulent changer la langue française pour inclure là-dedans deux nouveaux genres. C'est-à-dire, il y a le genre masculin et le genre féminin. Maintenant, il va y avoir le genre neutre et le genre inclusif. Alors, Québec solidaire, eux autres, quand on parle de genre, ben il y a un infini de genres. En passant, les gens, je pense qu'ils disent qu'ils m'entendent pas dans le feed sur YouTube, mais oui. Fait que tu vois, les autres, là, quand il s'agit de genre, il y a un infini de genres. Quand il s'agit d'opinion politique, ben là, ils sont rendus binaires. C'est soit mon opinion ou t'es l'extrême droite. OK, c'est ça. OK, c'est donc... OK, je comprends un peu plus, là, mais OK, c'est bon. J'embarquerai pas là-dedans parce que ça finira plus. Mais là, c'est ça. T'es d'accord avec moi ou t'es d'extrême droite? La discussion est assez courte quand même. Ça donne rien de... C'est simple. C'est comme, il y a, tu sais, comme... tu sais, j'ai eu un petit débat avec Éric Aymon à la radio samedi passé et ça a été quand même civilisé puis tout ça. Je sens une certaine forme d'ouverture de sa part dans le sens où on est capable d'avoir un dialogue puis il me crie pas des noms, mais je sais que ce gars-là pense que je suis de l'extrême droite et c'est vraiment, si t'es pas d'accord avec son interprétation de au Québec, c'est un patriarcat, t'es de l'extrême droite. Si t'es pas d'accord qu'au Québec, il y a une culture du viol, t'es l'extrême droite. Si t'es pas d'accord
qu'au Québec, il y a une suprématie blanche, t'es d'extrême droite, et ça vient de s'éteindre. Tu peux pas avoir de propos nuancés avec eux, tu peux pas challenger, tu peux pas dire, OK, mais explique-moi pourquoi tu penses qu'on est dans un patriarcat. Bon, ben, explique-moi pourquoi tu penses qu'on est dans une culture moi, du viol. ouais, mais c'est parce que moi, j'ai adopté une autre attitude, Stu. Je vais décider de plus parler qu'eux autres. Ben, tu vois, moi, j'essaie de parler avec eux autres, puis c'est difficile. Mais là, j'ai trouvé Éric Hémon, puis honnêtement, c'est un gars qui est bien intentionné, il a le cœur en bonne place, il veut faire du Québec une société meilleure. C'est juste qu'on s'entend pas sur comment faire du Québec une société meilleure. Mais c'est pas grave, on se parle. Puis c'est ça qui est beau et qui est merveilleux. D'ailleurs, David Foura, qui était l'animateur de cette émission-là, il dit « J'aimerais ça vous avoir une fois par mois. » Oui, ben, le mardi soir, au journal du soir, j'ai Steve Fortin qui est de gauche, puis pas d'extrême gauche, mais il est de très de gauche, là. Et puis, moi, je jase avec lui à tous les semaines, puis il y a pas de problème. Moi, je te parle de ceux qui n'ont rien à faire avec eux autres, là. Style, les gens que je te parle à la manifestation au mois de janvier, à moins 30 degrés, il y avait rien à faire avec le gars, là. Fait que le gars joue tout super, j'ose tout seul, puis arrange-toi avec tes troubles. Moi, j'ai pas le temps de niaiser avec toi. C'est à peu près ce même que j'agis maintenant, parce qu'à un moment donné, ça donne rien. Moi, j'ai 54 ans, pis j'ai plus de temps de niaiser avec ça. Moi, je vais essayer d'en convaincre d'autres gens que ma vision des choses est la meilleure, je pense, pour la société québécoise. Ça veut pas dire que j'ai raison sur toute la ligne, mais je défends mes points, mais avec quelqu'un qui veut jaser. Si quelqu'un veut me crier des noms, mange la marde, là, va jouer ailleurs, moi j'ai pas le temps de niaiser avec toi. Bon, quand il y en a des parlables, puis il y en a beaucoup, ben là, c'est intéressant de jaser, puis de mettre les deux visions, et puis de discuter, puis parfois, ben, c'est pas nécessaire de convaincre sur tout le côté, sur toute l'opinion de pas ton adversaire, mais ton interlocuteur, mais de gagner des petits points, puis c'est en gagnant des petits points qui fait que, à un moment donné, tu es capable de discuter. Si on est capable de discuter, ben, de faire en sorte que, à un moment donné, on peut jaser de quelque chose. Mais en attendant... Ben, tu vois, regarde, c'est ça qui était le fun avec Gauche-Droitistan. C'est qu'on avait des gars à gauche, des gars à droite. On a essayé d'avoir des filles, on n'a jamais été capable. Mais, en bout de ligne, moi, j'étais un gars de centre, ben, j'ai réussi à me faire convaincre par certains points de droite. J'ai réussi à me faire convaincre par certains points de gauche. Parce que tu les entends discuter, puis à un moment donné, tu dis, ben, tu vois, son argumentation à lui est un petit peu meilleure. Il arrive avec ses faits sont plus véridiques. Il y a un autre Il arrive avec ses faits sont plus véridiques. Stu, c'est que quand tu fais une émission comme ça, c'est ça qui me fatigue un peu, c'est que si à ton émission Gauche-Droitistan ou autre, ou comme ici ce soir, je reçois mon émission quelqu'un comme toi qui est de centre, je reçois mettons Alexandre Cormier-Denis, lui qui est de droite et qui s'assume, ben déjà en te donnant la parole sur mon show, ou toi tu me donnes la parole sur le tien, c'est déjà trop sur mon show, ou toi tu me donne la parole sur le tien. C'est déjà trop. Tu comprends? C'est déjà trop de place à donner à ces gens-là. Donc, ce poste de radio-là, ou ton émission, c'est une émission d'extrême droite parce que tu donnes la parole à des gens qui sont de droite. Et ça, ben là, ils vont te combattre. Écoute, ils combattent le local. Encore là, il faut le dire vite. Là. Je dis Alexandre Cormier-Denis dire qu'il est de droite. Ben, il est pas de gauche, certain. Regarde sa plateforme. T'sais, je vois pas dans quoi qui est à droite. Il est patriote, mais je veux dire, en quoi est-ce qu'il est différent, lui, de René Lévesque ou Jacques Parizeau? On n'a jamais dit que ces deux hommes-là étaient de droite. Ouais. À un moment donné, la droite, là, c'est... Mais t'as raison, c'est pas... T'as raison, ben, si tu veux te joindre à la discussion, Antoine, là, vas-y fort, là, je te regarde depuis tantôt, puis tu nous écoutes parler. Tu veux, OK, tantôt. Écoute, moi, je pense que il est considéré comme de droite, mais jamais d'extrême droite. Mais au niveau de la, je dirais, de la pensée sociologique, mais sur l'échiquier philosophique un peu, Alexandre, pour moi, se situe un peu à droite parce que puis non pas que il est je m'a donné un exemple pour le programme du FN, il y avait beaucoup, moi je les ai pas toutes lu, j'ai pas tout lu le programme, mais avec 144 points, je pense. Je pense que tout les a lus, Stu. Oui. Mais puis je peux te dire que c'est de gauche. Si tu prends les 144 points puis tu fais une moyenne, c'est très 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 largement à gauche.
Oui. Mais, c'est comme, par exemple, tu prends ton bain, OK? Si dans ton bain, là, il rentre 100 gallons, puis je mets 90 gallons d'eau chaude, puis 10 gallons d'eau froide, ton bain, il est pas froid. Tu comprends? Non. Fait que, tu sais, si, mettons, la droite, c'est de l'eau froide, puis la gauche, c'est de l'eau chaude, ben ça ressemble à ça, le bain de Marine Le Pen. Fait que tu peux pas dire que son bain, il est froid, là. Ouais, non, je suis d'accord, mais ça dépend quelques mesures qui peuvent, je dirais, masquer toutes les autres. Là. Si tu te dis, je suis de gauche sur ton programme de 99 points, puis le centième, tu te dis, t'es contre l'avortement, ben là, ils m'ont dit, t'es de droite. T'sais, même si t'as 1 point sur 100, c'est ce que les journalistes vont faire. Mais encore là, tu peux être contre l'avortement, mais tu sais, comme Stephen Harper était contre l'avortement, mais il a jamais essayé de légiférer en ce sens-là. Exact. Et c'est ce que je dis à beaucoup de monde, que Harper, son trip, c'était pas parler ben d'avortement, parce qu'il était contre, mais, puis on parlera de la légalisation du pot. Il n'a jamais écœuré le monde sur la possession de marijuana. Puis la même chose sur plein de points que les conservateurs, somme toute, faut le dire, hein, ont bien administré un pays, le Canada. Moi, je regarde ça là, de façon, dirons, globale. Puis je pense que les conservateurs, le déficit a continué d'augmenter, mais je pense que globalement, je peux pas dire qu'ils ont mal administré. Puis même en sachant que, c'était quoi? Tu souviens-toi de la dernière élection, Stu, là, les gens, ils voulaient le sortir à Harper. C'était écœurant, Harper, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais... Ils feraient quoi avec Trump, eux autres? Moi, j'étais... comment je pourrais dire, très craintif de Stephen Harper parce que je voyais, mettons, le Parti républicain aux États-Unis qui est George Bush. Puis là, je me dis, écoute, il faudrait surtout pas qu'il y ait un mouvement conservateur ici au Canada. Puis à mesure que son mandat avançait, je me rendais compte que finalement, j'avais pas grand-chose à y reprocher. Et oui, ben j'avais des choses à y reprocher, mais je me dis c'est vraiment pas aussi pire que les alarmistes nous laissaient croire. Et puis là, bon, ben OK, le régime Harper s'en va, puis on arrive maintenant à l'ère Trudeau. Et à l'ère Trudeau, j'ai jamais eu la chienne autant que présentement d'être un Canadien. Pourquoi? Ben, parce que, en passant, j'ai un retour de son. Je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Je vais te baisser ça. Mais pourquoi t'as la chienne d'être Canadien? Parce que je sens que Justin Trudeau n'agit pas comme un chef d'État. C'est-à-dire qu'un chef d'État responsable, c'est quelqu'un qui a 2 priorités ultimes. C'est protéger tes frontières, protéger ta souveraineté comme pays, protéger tes citoyens. Et le deuxième aspect, c'est de créer un environnement où ton pays peut se développer de façon économique. Fait que tu as 2 jobs. Puis c'est ces 2 clous-là sur lesquels frappe Donald Trump dans le moment, mais on parle pas de ça dans les médias. On parle plutôt de il a dit ci, il a fait ça, sa chemise c'était de telle couleur ou whatever. Ouais, et puis là, je regarde Justin Trudeau, puis qu'est-ce que je vois, c'est de plus en plus de lois qui se cachent derrière une espèce d'ombrelle inclusive. Mais en fait, c'est uniquement des lois pour restreindre la liberté d'expression. Puis on s'en va de plus en plus vers une tyrannie des crimes de pensée. Puis la preuve, c'est que la liberté d'expression au Canada dégringole et elle dégringole rapidement avec les conséquences qu'on connaît. Oui, tout à fait. Et on est passé de tel rang à 22e, je pense. On était 8e en 2015, on est rendu 22e. Puis c'est quoi les conséquences de ça? Ben, tu vois, le colloque qui devait avoir lieu au Collège Maisonneuve, exact. On le fait dans une écurie. Tu comprends? Dans un pays démocratique avec une liberté d'expression. T'es pas gentil pour nos autres, là. T'es pas gentil pour nos autres, là. C'est une écurie. C'est une écurie où on va. Alors, t'as des gens, t'as Maître Claude Laferrière, double médaillé du gouverneur général, et ce gars-là n'est pas capable de parler à Montréal. Et il a eu ses médailles à cause de son travail auprès des victimes d'actes criminels et leurs familles. Il se fait traiter d'extrême droite par Le Devoir. Le collège Maisonneuve cancelle l'événement.
Et cet homme-là, extrêmement honorable, va aller donner sa conférence dans une écurie dans le coin de Vaudreuil. Et le politicien Denis Coderre, le maire de Montréal, qui lui a sursauté de sa chaise quand Rouge V voulait rentrer ici, cet homme qui a eu 35 personnes à sa conférence, ça c'était suffisant pour que Coderre se lève de son siège. Une dalle de béton posée par Post Canada, ça c'était suffisant pour que le maire Coderre se lève de son siège. Mais par contre, des 10 personnes honorables, dont 4 avocats, dont une personne qui est double médaillée du gouvernement du Canada, ces personnes-là sont pas assez importantes pour que M. Coderre se lève de son siège et dise « ça suffit, il y a une liberté d'expression ici, on va vous protéger, la police va être là, inquiétez-vous pas, on s'en occupe ». Ouais, il aimait mieux ne pas en parler, tenir ça mort et ignorer tout ça parce que, je dirais, s'occuper de ce dossier, ça aurait donné une certaine visibilité au colloque et puis je pense que c'est ce qu'il ne voulait pas. Et bon, commentaire de Marc Ouellette, là. Qui est Marc Ouellette? Sauf votre respect, foutez-nous la paix avec Stupid. C'est un opportuniste qui utilise Radio Infocité pour son unique combat, la liberté d'expression. Ça ne fait aucunement avancer le débat pour la souveraineté, sujet pour lequel il semble se foutre totalement. Ça tourne en rond et c'est une perte de temps terrible. Bon, Marc, s'il vous plaît, la liberté d'expression, là, je peux vous dire une chose, mon cher Marc, moi, je vais me battre pour ça. C'est le sang dans les veines d'un pays. Ben, écoutez, là, je veux bien, là, mais accepter que on regarde seulement que le Parti indépendantiste avec c'était Alexandre Cormier-Denis qui a posé des pancartes et c'est même la police qui les a enlevées la première fois. Et puis, tu sais, la liberté d'expression, c'est pas parce que le message de ton adversaire ne te plaît pas que y a pas le droit de parole. Et je pense que écoutez, Marc, vous avez le droit à votre opinion, mais moi, je peux vous dire une chose. Si on reste seulement dans notre petit groupe à radioinfocité.com ou d'autres, là, puis on se parle seulement entre nous autres, ben, je pense qu'on n'élargira pas le débat. Puis le débat, si on veut l'élargir, ben c'est en jasant avec d'autres. Puis on n'est pas toujours, comme on disait tantôt, obligé d'être d'accord. Mais s'il y a des points où on peut se respecter et discuter, ben ça peut, il peut à un moment donné faire en sorte que sur d'autres points on peut se rejoindre. Et puis c'est pas en restant dans notre petit coin puis à rien à jaser puis à parler contre un contre l'autre qu'on va faire avancer les débats. Ça c'est en fait la personne ce qu'elle dit c'est stupide, c'est une perte de temps parce que c'est pas un souverainiste. Lui, il combat. Il se bat pour la liberté d'expression. Quel peu perdre de temps, il devrait se battre pour la souveraineté. Sauf que tu n'auras jamais de souveraineté si ton pays est 22e au classement de la liberté d'expression. Parce que tant si longtemps que tous les médias, sans exception, vont considérer les séparatistes comme l'extrême droite, tu n'auras jamais ton pays. Et puis, faut compter sur nos adversaires pour nous faire passer pour des gens d'extrême droite, parce que la loi 101, c'est la méchante loi 101, restreint les droits des immigrants d'aller à l'école anglaise, même certains Canadiens et Français qui peuvent pas aller à l'école anglaise, c'est-tu pas écœurant? Ensuite de ça, les indépendantistes, ben, écoutez, c'est pas moi qui le dis, Marc Ouellette, là, c'est Luc Lavoie cette semaine qui disait que les indépendantistes n'ont pas le vote des immigrants. Puis là, ils essayaient de tourner des phrases, les néo-québécois, les nouveaux arrivants, les communautés culturelles. Non, Drainville a dit, c'est des immigrants, faut arrêter de dire, passer à gauche. Tu sais, on veut nous rentrer dans la gorge, c'est un peu comme ce que tu disais tantôt, les binaires, les non-binaires, nous inventer un nouveau langage pour diluer toujours les discussions. Et ça, je pense que Drainville a dit c'est des immigrants et il y a des immigrants qui arrivent de d'autres pays. Puis là, ils partent de certains pays où la liberté d'expression est bafouée, où il y a de la guerre, où il y a économiquement parlant, c'est très difficile. Fait qu'ils s'en viennent au Canada, puis il y a des gens dans ce pays-là qui veulent séparer ce pays-là. Ils disent, êtes-vous malades, vous autres? On a connu ça, la misère dans nos pays. Puis là, le Couillard dit, ça va être la pauvreté. Écoute, lui, il prêche pour sa paroisse, puis... c'est des étrons, sérieusement, parce que il y a aucun pays qui s'est séparé, qui est revenu en arrière.
Exact. Puis en même temps, nous autres au Québec, là, géographiquement parlant, on est très avantagés par rapport à n'importe quelle autre province canadienne. Fait que, oui, puis sa planète aussi, on est avantagé. Là. Regarde l'entrée. Tu sais, l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Si ça peut pas être payant de mettre une douane sur les bateaux qui passent, là, parce qu'il y a 18 États américains qui sont qui peuvent être atteints par les voies navigables. Puis ça, ben, c'est un peu comme le canal de Panama. Tu sais, puis enfin. Écoute, géographiquement parlant, on est spoté, là, une des meilleures places au monde. On est l'entrée maritime de l'Amérique. Exact. Alors, OK, il y a New York. Dis-toi une chose, je veux dire, les politiciens, ce sont pas des personnes honnêtes à une très, très vaste majorité. D'ailleurs, tu vois, comme aux États-Unis, le système est beaucoup plus démocratique parce que voter comme le chef aux États-Unis, ça n'existe pas. Tu comprends? Alors qu'ici, c'est juste ça. Tu votes comme le chef, peu importe tes convictions, tu votes comme le chef. Puis si le chef, qu'est-ce que tu veux, il est acheté, ben le Parlement est acheté au complet. Tu peux pas faire ça aux États-Unis. Non. Puis il y a des gens qui trouvent que le système américain, le système français, c'est des systèmes désuets au bout. J'ai encore entendu cette semaine de quelqu'un. Ben, je vais te dire une affaire. Si c'est désuet aux États-Unis, j'aimerais pas savoir ce que c'est au Canada puis au Québec. Bon, écoute, Stu, juste en terminant, il nous reste 4-5 minutes. Tu vois ça comment? Le colloque a lieu samedi matin à 9h. Tout ça débute à 9h le matin. radioinfocité.com. On va être là, on va diffuser toute la journée. On s'enligne. Comment tu vois ça, cette journée de ce colloque? Donc, premièrement, est-ce qu'il reste des billets? Je pense que tu me disais la semaine dernière que d'après toi, la semaine prochaine, à la même heure, même date, il n'y aura plus de billets. Est-ce qu'il en reste? Il n'y a plus de billets. Ah non, il n'y a plus ici. Depuis quelques jours, sauf qu'il y a quelques personnes qui nous ont contactés, qui ont dit « Hey, finalement, je peux pas y aller. J'ai 2 billets, je vais y donner. » J'ai une autre personne qui me dit « Ben moi, j'ai acheté un lot de billets, puis finalement, il m'en reste 4. » Mais comme si tu vas sur le site du mouvement républicain ou le site de l'événement, tu peux pas te procurer de billets par eux autres. Par contre, il y a des individus qui, eux, ont des billets. Fait que je peux te dire que, mettons, il y a une opportunité présentement pour avoir comme 6-7 billets, là. Mais ça fait quelques jours que c'est sold out. Ils contactent qui, là, pour ça, là? Ben, je veux dire, ils peuvent me contacter sur mon Facebook, puis moi, je vais les aiguiller dans la bonne direction. Okay. Mais tu vois, comme c'est sold out, puis je veux dire, on a dû se revirer de bord sur un Dicen. Puis quand je dis on, je parle de M. Boulian. Mm-hmm. Donc, puis bon, il y a toujours la menace d'Antifa qui vont venir fucker le chien, pis ça. Sauf qu'ils vont se rendre compte que d'attaquer des gens à Vaudreuil-Dorion, c'est pas comme le centre-ville de Montréal. Ils vont se sentir très petits dans leurs souliers s'ils essayent de faire la moindre chose contre nous autres. Ouais, mais je penserais pas, là. Je pense qu'il va y avoir un service d'ordre. Et puis, je pense que il va y avoir un colloque qui va être fait en toute sérénité. Puis je pense que les idées vont circuler, c'est ce qui compte pour moi. Et puis, les gens sont très fébriles, hein. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent par Facebook, puis ils ont hâte, puis ils capotent, puis ils ont hâte de serrer la main aux conférenciers. Puis ils sentent vraiment qu'ils font partie de quelque chose de spécial. Tu sais, comme il y a eu à Radio-Canada, ils ont parlé un peu du colloque Simon Jaudoin, puis il parle, bof, écoute, là, c'est tout petit, c'est des gens sans envergure. Puis il dit pas ça pour dénigrer les gens, là. Mais tu sais, il dit là-dedans, regardez, là, si vous cherchez de l'extrême droite dans ce colloque-là, vous le trouverez pas. C'est pas des gens flamboyants à la, je sais pas, whatever, là, tu sais, David Duke ou peu importe, tu sais, c'est pas des étendards, des porte-étendards d'extrême droite, comme le disait Le Devoir. Mais les gens sont très fébriles. Et là, nous, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de multiplier ce genre d'événements-là partout au Québec, parce que on doit absolument repousser dans la bonne direction les limites de la liberté d'expression, parce que présentement, ça fait vraiment dur. Puis on doit faire en sorte que les politiciens au niveau municipal et provincial qui n'aient pas le choix à un moment donné de faire appliquer la loi, parce que dans le moment, les gens qui mènent à Montréal, c'est la police de la moralité que je nomme les antifas. C'est une police de la moralité. Ouais, mais Stu, j'ai l'impression, par contre, que si y a d'autres assemblées comme ça et qu'il faut qu'elles se tiennent dans des écuries,
Parce que non, ça va être en ville. Ben oui, mais là, à toi, fois qu'il y a une menace d'Antifa, les gens vont, les locataires vont on va vont les annuler. avertir à l'avance, puis on va avoir notre sécurité, puis on va dire, regarde, l'événement va avoir lieu, crie, fais qu'est-ce que tu veux. Comme moi, là, tu vois, les Antifas, vous avez le droit de manifester. Vous êtes des imbéciles, mais il n'y a aucune loi qui est contre les imbéciles. On peut pas te mettre en prison parce que tu es un imbécile. Tu peux manifester, mais tu n'as pas le droit d'empêcher un événement d'arriver. Tu n'as pas le droit d'intimider des gens. Parce que quand vous autres, vous avez vos assemblées, il n'y a pas personne qui s'en va vous arrêter. Puis moi, je ne vais jamais rien faire pour arrêter aucune de leurs assemblées. Ils ont parfaitement le droit de faire leur délire collectif. Moi, j'ai rien contre ça. Sauf que quand tu as des gens honorables qui veulent se réunir et qu'il y a des gens qui veulent venir les écouter et que tout se fait de façon paisible, je veux dire, tu sais, sérieusement, là, pourquoi ils veulent nous faire taire, ces gens-là? Pourquoi est-ce que Radio-Canada, par exemple, qui m'a traité d'extrême droite, ils m'ont pas invité? Parce qu'ils vont avoir l'air des imbéciles quand les gens vont entendre ce que j'ai à dire. Et là, le fait que vous diffusiez le colloque, c'est une très bonne chose, parce que si les antifas écoutaient ce qu'on avait à dire, il y en a peut-être une couple là-dedans qui dirait « Ouais, tu sais quoi? Finalement, c'est pas de l'extrême droite. Peut-être que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est définitivement pas de l'extrême droite. T'sais, l'extrême droite, là, honnêtement, ça n'existe pas en Amérique du Nord. T'sais, on parle du Ku Klux Klan, mais tu vas te promener longtemps puis tu vas en brûler du gaz avant de voir un gars avec un hood sur la tête. T'sais? C'est sûr. C'est sûr. Écoute, donc, c'est samedi, ça commence à 9h le matin. C'est moi qui commence à parler, hein, fait qu'elle ah pas oui? en retard. OK, on n'arrivera pas en retard. D'une manière ou d'une autre, Stu, c'est évident, on va être sur place, puis on va te décrocher une entrevue dans le courant de la journée. Tu viendras t'asseoir au micro de Radio Infocité, puis on jasera un petit bout de temps ensemble. Nous autres, on va diffuser jusqu'à la fin, jusqu'à 18h, 18h30. Ce qui fait que je pense qu'on va avoir une belle journée. Puis ceux qui ont pas eu le temps de se commander un lunch, j'ai appris il y a une journée ou deux qu'il va y avoir une cantine mobile avec de la très bonne bouffe, ce que j'ai vu là. Donc il manquera rien en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le cachet du Collège Maisonneuve, mais ça a un cachet équestre. Oh ben fais attention, tu vas avoir un bien plus beau cachet, je peux te dire tout ça tout de suite, que tes murs de béton dans le cégep, puis tout ça, puis à l'air climatisé, tu vois, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de l'atmosphère, il va y avoir de la... Non, ben ça va être chaud, puis ça va être bon, tu vas voir, je suis certain de ça. Ça va être extraordinaire. Donc tu parles le premier. Il va y avoir beaucoup d'autres. C'est toi qui réchauffe la journée, c'est ça qu'on peut comprendre, là. Ouais, ils partent en fait, c'est comme très démocratique. Ils partent, c'est le moins bon en premier, puis là, c'est meilleur, okay, jusqu'à la fin. Puis, tu vas-tu dire un petit mot à la fin? Non? Bon, je sais pas. Moi, à la fin, je veux dire, on va avoir un entre guillemets, débat de 2 heures, donc plus une question-réponse. Fait que s'il y a des gens qui me posent des questions, je vais répondre. Donc, mesdames et messieurs, n'arrivez pas en retard parce que Stu va prendre la parole le premier. Donc, à 9h le matin, 9h05. Fait qu'arrivez tôt, et puis arrangez-vous pour pas le manquer. On va s'arranger que ça commence un petit peu en retard pour ceux qui vont être pris là à quelque part. Donc, 9h10, 9h15, là, probablement. Là, les organisateurs vont être choqués un petit peu après moi là, ce soir. Mais c'est pas grave, faut que non, c'est pas grave, parce que tu vois, comme si on commence plus tard... On finit puis puis je défonce mon temps. Ils ont dit qu'on allait enlever ce temps-là à Jean-Jacques Nantel. Fait que tout est prévu, s'il n'y a pas de problème. Ouais, il va être content, Jean-Jacques. Salut, Stu, on se voit samedi matin. Ça marche. Salut. All right, ça va. C'était Stupid qui va prendre la parole samedi matin, mesdames et messieurs, dans l'écurie. Puis écoutez bien, là, moi je trouve que c'est une place noble, parce que le cheval, c'est noble. N'est-ce pas, mon cher Antoine? Salut François. Ça va bien? Très bien, merci. Bonsoir à tous les éditeurs. Merci pour ta patience, mon cher Antoine. Et puis là, écoute, je sais que tu dois avoir quelques sujets, mais moi, j'en ai un pour toi. Déjà ici, là, la résidence de Jean Charest, il est encore sous enquête sur un autre sujet. Là, l'autre fois, c'était avec son ami Marc Bibot et sur des contrats ou en tout cas bon, on peut pas savoir ce que c'est exactement, mais c'était sur du financement. J'imagine que ça serait sur du financement politique. Cette fois, c'est encore une certaine forme de financement. Mais là, c'est pas Marc Bibot qui est là-dedans. Là.
C'est Jean Charest tout seul. Et évidemment, qui l'UPAC enquête sur la façon dont Jean Charest se serait procuré sa maison à Westmount. Et puis une belle maison. Je sais pas si tu as vu la propriété, Antoine. J'y suis déjà allé. T'es déjà... Ah! Je sais pourquoi. En 2012. Je sais pourquoi t'es allé là. T'es voilà. allé manifester devant sa maison. Exact. C'est à partir de ce moment que la grève a été terminée, à peu près, j'imagine. À peu près dans ce temps-là. Tu sais. Quand... Écoute, elle s'appelle Michou, sa femme, Jean Charest? Michou? Je crois que oui. Oui, c'est de se faire. C'est Michou, ne crois pas que c'est ça, là. Moi, je te dis, c'est ça. Imagine-toi, Michou est dans son salon en train de prendre le thé avec quelques amis et qui arrivent 3, 4, 500 étudiants, là. Solidarité. Puis Jean Charest, tu vois, à nous la rue, à qui la rue, à nous la rue, hein, tu te souviens? Ouais. Et puis, là, Michou a téléphone au bureau du premier ministre, son mari, il dit, ils le sont rendus 300 devant la maison, Jean. Arrête-moi ça. OK, Michou, on va arrêter ça. On annule l'augmentation des frais de scolarité et on ferme les cégeps parce qu'on annule les sessions. Ce qui est pas fou, parce que là, l'endroit où les étudiants pouvaient se rencontrer, c'était au cégep. Et là, les cégeps étant fermés, ben là, les étudiants ne pouvaient plus se rencontrer, à part que dans des cafés. Mais là, dans les cafés, c'est assez petit, il y a déjà des clients. Donc, Jean Charest, c'est à partir du moment où toi, là, t'es allé manifester devant chez eux. Donc, tu l'as vu, la maison, toi? Ouais, je suis pas sûr qu'il y avait... Je suis pas sûr qu'il y avait des gens à l'intérieur, mais je peux vous assurer qu'il y a eu une couple de résidents de Westmount qui ont eu la peur de leur vie. Il y a le gros sourire dans le visage. Il y a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ouais. Donc, l'UPAC enquête. Et j'ai hâte de voir parce que ça a toujours existé, ces rumeurs que Jean Charest, quand il a quitté le parti à l'époque progressiste conservateur, se serait fait payer une luxueuse maison à Westmount. Un pont d'or. Oui, un pont d'or, et c'est pas d'aujourd'hui là, que ça circule. Non, Patrick Bourgeois. Oui, Patrick on avait Bourgeois. parlé, un des premiers, si je me trompe pas. Oui, et puis, même qu'il y avait, je pense que c'était le Journal Le Québécois et Patrick Bourgeois et son équipe qui ont avancé que Jean Charest avait un salaire du Parti libéral de 75 000 $ à part son salaire de premier ministre. Et c'est l'équipe du Québécois et de Patrick Bourgeois, sous la direction de Patrick Bourgeois, qui ont avancé ça. Et évidemment, ils ne se sont pas trompés. Ouais, et il semblerait même que, vu que c'était dans l'article de la presse, j'ai lu aussi un commentaire de Patrick Bourgeois lui-même, mais il semblerait que les huissiers de Jean Charest sont venus cogner à la porte de M. Bourgeois, entre autres choses, pour le menacer de poursuite, si jamais il ne s'excusait pas dans les médias. Finalement, il semblerait qu'il en a remis une couche et que Jean Charest n'a jamais porté plainte, finalement. Non, parce qu'il savait que s'il portait plainte, il donnait toute la voix. Et qu'il devrait s'expliquer en cours aussi et répondre aux questions de la défense. Oui, exactement. Et c'est une façon de bâillonner les gens. C'est une façon. Ouais, à envoyer des huissiers et des... Mais c'est là qu'on voit quand même que quand on est bien documenté, quand on fait bien notre travail de façon professionnelle et sérieuse, il y a quand même une certaine limite aux poursuites bâillons. C'est dans des situations comme ça où celui qui attaque en justice veut pas sortir des informations trop sensibles, il y a quand même une poignée à notre disposition dans ce cas-là. Mais bon, évidemment, il faut être sûr de son coup. Hein, donc, oui, mais remarque, il n'y a pas si longtemps, Amir Kadir a même provoqué Jean Charest. Il dit « Amenez-moi en cours, M. Charest. » Génial double contrainte là-dessus. Ça, je lui donne un morceau de robot. Hein. Oh, oui, tout à fait. Puis là, le morceau de robot, il le mérite, Amir Kadir. Et
d'autant plus qu'il a prononcé ces phrases à l'extérieur de l'Assemblée nationale, du Salon Bleu de l'Assemblée nationale, ce qui faisait en sorte qu'il n'avait plus l'immunité parlementaire. Et là, il a prononcé cette conférence de presse, je sais pas où, mais non pas au Salon Bleu. Ça pouvait être à l'extérieur du Salon Bleu, là où il perd son immunité, ou ailleurs, là, peu importe, mais il a quand même défier Jean Charest de le poursuivre. Et il y en avait un autre, là, je me souviens plus qui a décidé que défier Jean Charest de le poursuivre et n'ont pas donné suite. Ce qui fait que, mais par contre, comme tu viens de dire, Antoine, faut que tu sois solide, faut que tes arguments soient béton, et à partir de ce moment-là, tu n'auras pas de poursuite. Et même, je pourrais te dire que Richard Lehir a écrit 2-3 livres sur les démarrais, je crois, et il va pas de main morte, Lehir, et jamais il n'a eu de poursuite. Ce qui fait que ce qui me porte à croire que ce qui est écrit dans les livres de Richard Lehir, c'est vérifié, contre-vérifié, et même, je pourrais dire, scruté à la loupe par des avocats s'il y a ou pas matière à poursuite. Et jusqu'à maintenant, ça tient le coup, et les démarrais ferment leur trappe. Il faut quand même le rappeler aussi que y a certaines personnes, certains puissants qui comprennent aussi que c'est pas nécessairement dans leur intérêt de donner plus d'exposition médiatique qu'il le faut à certains ouvrages comme ça. Oui, tu sais, tu te souviens, il y a rien qu'à dire, hein? On en reparle ce soir, mais ça a duré 2-3 jours, puis après ça, on n'a plus entendu parler. Voilà. C'est mieux de le laisser rouler 2 jours. Après ça, on n'entend plus parler que s'il poursuivait Charest. Période de comparution, et après ça, le procès, puis ensuite de ça, décision du juge, et puis est-ce qu'il y a poursuite ou amende ou en appel. Donc, ça dure des années. Voilà. C'est mieux de se passer 2-3 jours. Les gens oublient vite. Comme on dit, parlez-en. Comme dit le vieil adage, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, exactement. Stratégie Donald Trump. Antoine, écoute, je veux pas embarquer sur ton temps trop. Fait que je te donne, je te dirais, la pôle, et puis jusqu'à, disons, 22h52 environ, parce que Denis Laberge va nous rejoindre pour les résultats de sportifs de ce soir. Donc, tu as, je te dirais, un bon 30-32 minutes devant toi, là, et je me mets à ton service, mon cher Antoine. C'est très gentil, je te remercie. Donc, ce soir, je veux vous parler... Je veux vous parler un peu de la société québécoise qui change. Et surtout certains, puis pas pour le mieux à mon avis, en tout cas au niveau, sur le plan, disons, du nationalisme, les luttes souverainistes, entre autres choses. Donc, sur cet aspect, j'essaie toujours, quand j'écoute l'actualité, de trouver un peu mais comme on dit, jamais de fumée sans feu. Moi, je sais qu'il y a le feu, mais j'essaie de trouver la fumée. Vois-tu? Donc, et souvent pas nécessairement où on le cherche. Donc, j'ai deux nouvelles, disons, conventionnelles. Donc, une dans le Devoir, une sur Radio-Can. Puis ensuite, je vais vous parler de trois informations de première main, disons, que des proches m'ont donné, et qui, à mon avis, démontrent bien la tangente que prend la société actuellement. Donc, on va commencer par le Devoir. Devoir qui titre le 14 juin, un article d'Hélène Buzetti, « Poussée de haine au Canada, selon Statistique Canada. » Au pays, selon Statistique Canada. Donc, ce sont les résultats, si je ne me trompe pas, annuels sur les crimes haineux au Canada. Il y aurait une augmentation. Il y aurait une petite augmentation, disons, de excusez-moi, de 17% par rapport à 2013. Bon, il y a eu quelques recrudescences, une petite descente aussi en 2014, mais j'invite tout le monde à aller voir. Une descente où? C'est une descente.
une descente des crimes haineux. Du nombre de crimes, ouais. Ouais, ok. Donc, évidemment, il y a plusieurs... Bon, faut pas prendre ça pour du cash, nécessairement, parce que, bon, il y a aussi plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces chiffres-là, du fait qu'il y a peut-être une augmentation, une augmentation, disons, des reports des cas jugés comme crimes haineux. Mais bon, malgré tout, il semblerait qu'il y a quand même une hausse, statistiquement parlant, auprès des musulmans. Malgré tout, il semblerait, toujours selon ces chiffres, que c'est la communauté juive qui subisse encore, qui remporte la palme encore cette année du nombre de crimes à caractère haineux. Donc, dans l'ordre, ça va des juifs aux musulmans, aux noirs. Les autochtones, excusez-moi, dans certaines régions du pays quand même qu'il faut mentionner. Donc voilà, à ce niveau-là. Mais, statistique un peu plus intéressante, le Québec est presque bon dernier au Canada. Donc, sous-titre de l'article, le Québec n'est toutefois pas le foyer d'intolérance que certains décrivent parfois. Effectivement, les statistiques portent sur les 100 plus grandes toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants au Canada. Et Montréal se classe au 11e rang. Donc, derrière toutes les plus grandes villes canadiennes. Et il y a certains résultats un peu surprenants quand même. Ottawa est en 5e place. Thunder Bay est bonne première. Mais je connais pas la situation exactement à Thunder Bay, mais il semble que quand même par une bonne marge d'ailleurs. Toronto 7e, entre autres choses. Donc, bon, je vous brosse grosso modo le portrait. Si vous voulez vraiment avoir tous les chiffres, allez sur le devoir. Là, je veux pas m'éterniser non plus trop là-dessus. Cependant, très intéressant au niveau du Québec. Et surtout, comme je vous ai dit, Ottawa qui arrive 5e. Gatineau, qui est donc dans la même agglomération. Donc, c'est l'équivalent de comparer, disons, les statistiques Montréal-Laval ou Montréal-Longueuil. Gatineau se classe au 17e rang quant à elle. Donc, bon, des chiffres encourageants, somme toute, qui ne laissent pas présager qu'il y a un problème particulièrement flagrant au Québec, contrairement à ce que certains tentent de nous le faire croire. Le racisme systémique. Ben voilà, tu nous le donnes en 1000. Donc, à tout le moins, très intéressant comme chiffre. Ça vient relativiser énormément ce qu'on essaie de nous faire passer comme... le fait qu'on essaie de nous faire passer comme étant le peuple le plus... intolérant. Le plus intolérant de la fédération. Raciste, cette belle fédération canadienne. Le monde sont tous les qualificatifs sont fédération canadienne qui d'ailleurs, je tiens à le rappeler, que l'Afrique du Sud, les Afrikaners, s'étaient inspirés du système canadien des réserves pour faire les Bantoustans des Noirs. Mm-hmm. Donc quand même, il faut toujours le rappeler, cette belle terre de tolérance. Voilà. Et surtout, belle terre de tolérance, on le sait historiquement, envers les Québécois. Quand même, faut jamais rappeler d'où on vient. Puis, pas si longtemps, ma grand-mère était considérée comme citoyenne de seconde zone, de facto. Donc, moi, je m'en souviens, en tout cas, comme diraient les plaques d'immatriculation. Enfin, donc... Est-ce qu'il y a une statistique sur les crimes ou les haineux envers les Canadiens français, les Québécois? Non, bien sûr que non. Pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il ne doit pas en avoir énormément. Non, il ne doit pas en avoir. Il n'y en a pas. Les Canadiens français, ils sont très bien traités en dehors du Québec. Et même à Montréal, là, ça va bien. Ouais, mais ça pose aussi la question... comment dire, qu'est-ce qui est comptabilisé ou pas comme crime haineux par rapport aux statistiques de la police. Bon, est-ce qu'un blanc qui se fait attaquer, disons par une personne noire, va être nécessairement qualifié de crime haineux parce qu'on considère peut-être plus le citoyen, entre guillemets, blanc comme étant la norme de la société, donc c'est un peu plus difficile de
déterminer. Mais bon, il y a tout plein de facteurs, hein, donc c'est pour ça que je parle essentiellement au conditionnel. Le Québec est en dernière place. C'est-à-dire, en dernière place... Au niveau des métropoles, on est bon dernier. Où il y a des crimes haineux. Avec Montréal. Donc, on est dans les premiers où on est les plus... Où il y en a le moins. Là. Il y a le moins. Montréal, c'est un des endroits, une agglomération qui compte en quoi 3 millions d'habitants et c'est là où il y a le moins de crimes haineux. C'est quand même intéressant à suivre. C'est un dossier que on se doutait un peu, on en avait déjà entendu parler, mais là, c'est l'étude, l'analyse qui a été faite par qui des conseils... c'est qui est-ce qui fait l'étude, Antoine? C'est... peut-être que tu vas le voir en haut, là. C'est... attends, Statistique Canada. C'est Statistique Canada, quand même. Voilà. C'est quand même... On peut juger ça relativement crédible. Oui, exactement. Donc, et l'autre dossier que tu voulais nous amener, c'était Radio-Canada. Non, pas Radio-Canada, c'était sur Radio-Canada, dans la section Art. Et là, on change un peu de registre. Un peintre américain signe une impressionnante fresque sur l'histoire du Québec. Mm-hmm. J'ai quelques commentaires à te donner là-dessus, mais j'aimerais t'entendre avant. Et voilà. Donc, une commande qui a été faite... Bon, je vais vous lire un extrait. L'œuvre est une commande de l'homme d'affaires montréalais Salvatore Guerrera, qui, il y a 3 ans, a eu l'idée de cette fresque historique. Séduit par le projet, Adam Miller, un Américain, a choisi le grand format, un art qui, selon lui, se perd. Et voilà, donc, on se fait raconter notre histoire en fresque par un Américain. Déjà là, on peut peut-être douter de sa compréhension, mais bon, il semblerait quand même qu'il a fait énormément de recherches. Moi, je pense que c'est la moindre des choses pour entreprendre quelque chose comme ça, mais bon. Voilà ce qu'il dit pour défendre, disons, cette critique qu'on pourrait faire du fait de sa nationalité. C'est comme la Statue de la Liberté à New York, qui a été réalisée par un Français. Dans ce type d'œuvre emblématique, l'étranger ne se prononce pas. Je présente les deux côtés, comme la lumière et l'ombre. Mais je ne donne pas mon opinion. Adam Miller. Donc, intéressant comment il fait la comparaison avec la Statue de la Liberté, qui, quand même, on va le dire, n'a pas été donnée dans le même contexte, disons. Alors, premièrement, c'était pas une commande américaine, c'est la France qui l'a donnée en cadeau pour la guerre, pour la libération, disons, des États-Unis face à l'Angleterre. Donc, tout autre contexte, toute autre époque, déjà là. Et j'aimerais revenir quand même à mais je ne donne pas mon opinion. Alors que si on regarde un petit peu plus bas, alors que on nomme, disons, un peu les différents personnages qui figurent dans cette fresque, M. Miller dit « Je me suis inspiré de Shakespeare et des tragédies grecques, en traitant la politique comme un drame. Pauline Marois est allée trop loin. Elle a poussé ses idées qui ont été mal accueillies et elle a été remplacée. Un peu comme ce qui est arrivé à Theresa May la semaine dernière. » Eh bien, pour quelqu'un qui donne pas son opinion, je trouve qu'il y en a des quand même bien belles et bien arrêtées. Mais bon, donc ça c'était au sujet de la position que Pauline Marois tenait dans le tableau, qui était assez centrale malgré tout. Pauline Marois qui est accrochée par Philippe Couillard, comme si Philippe Couillard s'accrochait à elle et Pauline Marois semble un peu s'envoler vers le ciel ou être un peu, disons, déséquilibrée par Philippe Couillard. Mais bon, donc on voit un peu l'idéologie de cet homme malgré tout. Donc, et ce sera exposé au musée McCord. Donc, une belle œuvre québécoise, n'est-ce pas? Donc, fait par un Américain, commandé par un certain Salvatore Guerrera, d'affaires de Montréal, et exposé au musée McCord. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ben moi, si tu me permets, mon cher Antoine, j'ai lu l'article et j'ai pris ça dans le Devoir de mardi, je crois. Lundi ou mardi. Et le peintre qui a réalisé la fresque, eh bien, lui, il s'est inspiré parce qu'il connaissait pas très bien l'histoire du Québec, donc il a fallu qu'avant de peindre la fresque, il
fasse un petit peu, disons, une étude, là, l'étude sur l'histoire du Québec, quels sont les personnages qu'il va peindre. Et là, pour ce faire, ben, il a consulté des politiciens et des historiens. Ouais. Et si on... Ah, ben là, l'histoire ne le dit pas. Mais, dans le texte que j'ai lu, je vois, je lis devant moi la peinture, la fresque, là, mais il dit qu'il a mis Justin Trudeau. J'essaie de le voir, là, mais je pense qu'il est... je le vois, peut-être c'est ce personnage-ci là, que je te pointe, là, Antoine, mais peut-être c'est... Au loin, dans le tableau. Ouais, c'est ça. Mais on ne fait aucune mention de Louis-Joseph Papineau dans ce tableau. Ben, bien sûr que non. Si un personnage... Je suis même pas sûr qu'il y ait un patriote dans le tableau. Je pense que oui. Là. On dit qu'il y en aurait peut-être un. Là. Même pas. Si je me souviens de l'article, on n'en parle même pas des patriotes de l'histoire de 1835, 36, 37, 38, 39, 40 jusqu'à l'incendie du Parlement en 1849. On ne parle pas de Louis-Joseph Papineau, l'homme politique du 19e siècle. On s'entend là-dessus, Antoine, que Louis-Joseph Papineau... Ben, pour les Canadiens français. Oui. Tout à fait. Oui, ben c'est l'histoire du Québec là, qui nous signe, là, qui nous fait, là, oui, monsieur. sais, C'est pas le Canada anglais, c'est l'histoire du Québec. Il nous met De Gaulle qui est en plein centre. Là. Je remarque que c'est De Gaulle, j'imagine. Toi aussi, tu remarques que c'est Charles de Gaulle en plein centre. Quand même étonnant qu'ils mettent un homme politique français en plein milieu. Ouais, oui, effectivement. Je vois peut-être René Lévesque à un endroit. Oui, bien sûr qu'il est là, oui. Parce que, oui, il est là. Il y a toute la clique des politiciens, là, en haut à gauche. En haut à gauche, là, bon, t'as Mulroney qui est là, un peu, là, voilà. puis bon. Mais, on met Mulroney, puis on met pas Papineau. Effectivement. T'as tout à fait raison. Mais justement, c'est ce que je disais un peu par le sentiment que j'avais que la fresque était plus idéologisée qu'on le laisse dire. Évidemment. Donc, c'est bien fait, mais... Ah, c'est très beau. Le peintre est excellent, mais... On peut pas douter des... on a des bons artistes ici aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des artistes qui auraient été capables de réaliser ça, mais bon, c'est pas moi qui paye. Le mécène, c'est le monsieur, c'est lui qui paye. C'est là que tu vois, quand on a de l'argent, on peut... Mais il veut même que écrire l'histoire comme on veut. Ouais, mais il a même proposé que cette fresque soit à l'Assemblée nationale. Enfin, ça reste Ah, wow. Oui, c'est beau, ça. Ouais, c'est ça. Donc, là, tes copains, là, Antoine, là, Oui. Des petites informations terrain, là, on va passer sur autre chose. Parce que aussi, il faut noter, puis j'invite tous les auditeurs, et toi aussi, François, à toujours garder l'œil ouvert sur le terrain. Ce que vous ressentez quand vous marchez dans la rue. Quand vous faites vos activités quotidiennes, allez à l'épicerie, peu importe. Remarquez comment les gens parlent. C'est quoi le climat? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Puis vous verrez que vous pouvez tirer quelques conclusions, à tout le moins quelques hypothèses d'où la société va, puis qu'est-ce qui se passe un peu, c'est quoi le climat social. À tout le moins, donc, anecdote, je vais à la crèmerie avec des amis. Crèmerie Saint-Mathieu, très réputée, institution dans le quartier, sur la rue Jean-Talon. Et le propriétaire fondateur que je salue, qui est malheureusement décédé, qui se nomme Alain. Je me souviens pas de son nom de famille, malheureusement. Je le connaissais depuis tout jeune comme étant Alain, tout simplement. Homme super gentil, accueillant, professionnel. Et les gens n'allaient pas faire un détour au Dairy Queen pour manger une crème glacée. Non, ça valait pas le coup. Il valait mieux aller voir Alain, qui allait s'occuper de nous, qui allait nous jaser un peu, qui allait toujours être souriant avec nous. Donc, voilà. Je tiens quand même à souligner le fait que par un bon travail puis par du dévouement, on peut être en soi une institution. Je ne sais pas si lui, il en avait conscience, mais c'est lorsque souvent quelqu'un décède qu'on se rend compte à quel point il est manquant. Et comme de fait,
plus manquant que jamais. C'était la première fois, peut-être la deuxième fois depuis qu'il était décédé, il y a déjà deux années de ça, que je retourne à la crèmerie Saint-Mathieu. Bon, évidemment, le décor change, nouvelle administration. Et il semblerait que la crèmerie est passée dans 3 mains différentes. Et je me fais accueillir en anglais. Ah ah! Superbe! Donc, je me fais accueillir en anglais. Et pour me faire dire que la crèmerie est fermée. Donc, je trouve ça un peu étrange. Généralement, tout semblait ouvert et tout. Je regarde l'horaire sur la porte et la crèmerie ferme à 10h. Et il est 9h20. Donc, je me plains. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Et là, de me répondre encore en anglais, qu'il s'occupe de 2 personnes, là, mais qu'il doit fermer parce que c'est dimanche et parce que il faut... on voit que le gars il est pressé à s'en aller chez eux pour relaxer, tout simplement. Donc, je m'en vais le voir, et toujours en français, je lui dis... ouais, mais tu sais c'est qui l'ancien propriétaire ici? C'est Alain et tout. Il dit, oui, je sais, il est décédé, il y a un cadre à son honneur et tout. Je lui dis, ouais, mais tu sais que Alain aurait jamais fait ça. Aurait jamais laissé des bons clients comme ça, à 40 minutes de la fermeture. Il aurait jamais fermé la porte au nez et tout et tout. Donc c'est ça, là, il commence à me parler un peu en franglais, puis pas très joli tout ça. Pour finalement, on s'invective et il me dit... bon, de toute façon, là, puis là, il se remet à me parler en anglais, puis je lui dis, écoute, parle-moi en français, je comprends rien de ce que tu me dis quand tu me parles en anglais. Puis là, il me dit, ah ben alors, dans son plus bel anglais, bien sûr, je traduis simultanément. Ah ben alors, je peux pas te parler. Il me dit ça comme ça. Je dis, ah ben, c'est bon, fuck you. Je m'en vais. Au moins, tu sais, je suis poli, je l'insulte dans sa langue. Donc c'est ça, je m'en vais, puis écoute, enragé noir, évidemment, parce que une belle institution comme ça qui tombe, quartier qui se modifie, tu sais. Et voilà, donc petite anecdote comme ça, puis bon, paix son âme à ce cher Alain, mais c'est bien dommage pour la crèmerie Saint-Mathieu, et j'invite tout le monde. Mais c'était pas le patron? Non, c'était pas le patron, il a voulu se faire, je lui avais demandé, puis il a voulu se faire passer pour le patron, mais il s'adonnait qu'un de mes amis avait été livré un réfrigérateur là-bas, et que les 2 patrons sont des femmes, et voilà, donc ce n'était pas lui manifestement. Bon, bien sûr, éventuellement, quand j'aurai le temps, j'irai déposer une plainte en bonne et due forme, mais pour l'instant, j'invite tout le monde à ne tout simplement pas aller dans ce commerce. Si jamais vous avez le goût d'une bonne crème glacée, il y a des Italiens qui vont se faire plaisir de vous parler en français. C'est à quel endroit, là, Saint-Mathieu? Là? Saint-Mathieu, c'est à peu près 2e avenue et Jean Talon. Ouais, c'est ça. Donc, et voilà, donc je vous invite à pu y aller, messieurs, dames. Ouais, mais moi, je pense que si j'étais toi, je ferais un petit détour puis j'irais parler aux 2 Oui, tout à fait, là, tout à fait. Je pense simplement, je suis très occupé, mais inquiétez-vous pas, j'irai en d'autant plus qu'Antoine, les crèmeries comme ça, ce n'est que quelques mois par année. Oui, effectivement. Je pense que 22 heures... Puis sûrement qu'il doit marquer sur son temps 22 heures. Il a fini de travailler à 22 heures pour être payé jusqu'à 22 heures. Mais je pense que ça vaut peut-être la peine d'aller faire un petit détour là, et d'aller parler aux 2 dames et pour leur dire ce qui est arrivé. Parce que, écoute, tu es dans un quartier hautement francophone. Oui, tout à fait. Ouais. Ensuite, mon cher Antoine, qu'est-ce qui... Ensuite, information, une employée de l'école Joseph-François Perrault que je connais m'a informé que dans une réunion du personnel, une éducatrice spécialisée à l'école secondaire, je sais pas, je l'ai dit, JFP, oui. Donc, répète au nom là, Joseph François Perrault, qui est dans Saint-Michel. Dans Saint-Michel, ouais. Voilà. Donc, une éducatrice spécialisée avait une certaine idéologie et qu'elle commençait à prôner de jumeler systématiquement différentes ethnies dans l'école avec des intervenants ayant la même ethnie qu'eux. Donc, qu'elle favorisait systématiquement, disons, les Haïtiens d'avoir des intervenants haïtiens, les musulmans d'avoir un intervenant musulman, ou plutôt arabe, à tout le moins.
et ainsi de suite. Donc, évidemment, la personne étant choquée de ça, elle en avait parlé à un moment donné. Donc, j'ai tenu quand même à le dire. Puis, c'est là qu'on voit l'idéologie tranquillement percoler un peu partout, dans toutes les sphères. Puis, il y a des gens qui pensent avoir la main sur le cœur, pensent bien faire, et qui subdivisent tranquillement, mais sûrement, la société en petits ghettos. Mm-hmm. Puis, ça me fait d'ailleurs penser à... Il y avait un petit scandale, disons, entre guillemets, sur Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait assisté à un colloque, enfin, une rencontre de plusieurs associations musulmanes. Et il y avait une femme qui prônait la création d'une DPJ spécifique pour les enfants de familles musulmanes. Voilà, donc je trouve que c'est dans la même belle logique. Dans la même... Au nom de l'égalité de tous, ben chacun dans son coin, chacun dans son ethnie, chacun dans l'entre-soi, puis tout le monde dans son ghetto. Mm-hmm. Et voilà, puis on appelle ça une société civilisée. Une société... une belle société, c'est ça. Oui, tout à fait. Et voilà, donc deuxième point. Troisième... plusieurs de mes amis, il y a déjà quelques années de ça, vont dans un party à Boisbriand. Il n'y a là que des Québécois. Et les Québécois natifs de Boisbriand, disons, donc les indigènes de la place, donc les Boisbriandais, je ne sais trop, se parlaient, et curieusement, systématiquement en anglais, ensemble. Donc il n'y avait pas un anglo dans le coin, là. Pas du tout. Donc, tous ces petits Québécois se parlaient en anglais ensemble parce que, je sais pas, c'était plus cool ou que sais-je encore. Peut-être qu'ils trouvaient que leur small talk avait un peu plus d'envergure, que sais-je encore. Mais voilà, donc un beau symptôme aussi d'une certaine classe sociale peut-être, ou parce qu'il semblait que c'était pas pauvre, disons, dans cet environnement. Et qu'une certaine classe, probablement, ben là, ça je suppose, mais il vote peut-être CAQ, se sent très moderne et très distingué de parler anglais entre soi. Et voilà, un autre Oui, mais petit, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, ça non, fait beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus longtemps que ça, je sais, mais malgré tout, mon point, c'est simplement de montrer des petits phénomènes comme ça qui peuvent nous arriver à tous, mais qui décrivent une certaine réalité, disons, plus globale, à mon avis. Oui, mais Et, Antoine, ça fait beaucoup plus, je dirais, ouvert. Ouvert sur le monde, postmoderne. Ceux qui ne parlent pas l'anglais ou ne parlent pas l'espagnol ou ne parlent pas d'autres langues que le français ici au Québec, c'est des gens comme... En fait, c'est des séparatistes. Ouais, c'est ça. Fermés. Hey, franchement, là, allez voir en Chine, voir si les Chinois parlent une autre langue. Non, d'ailleurs, les Chinois ont beaucoup plus de respect pour la langue française que la langue anglaise. Effectivement. Et ils préféraient voir le français comme langue internationale plutôt que l'anglais, puisque le français étant une langue d'État, une langue ultra précise, chaque situation et chaque chose ayant son mot, les Chinois aiment beaucoup ça, étant donné que chaque signe, chaque symbole, disons mandarin, décrit un mot ou une chose ou une situation. Donc, ça leur ressemble d'autant plus, disons. Enfin, puis sur ce, je vous renvoie tous à une chronique d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal, qui justement avait parlé d'un événement un peu de ce type-là, personnel, où, si je me trompe pas, il allait, je sais pas si c'était un de ses enfants, mais où il allait à une remise de diplôme de secondaire 5. Et qu'il se rendait compte, enfin, je vous dirai pas la suite, mais allez lire ça, je vous le conseille. Et le titre, c'est De notre folklorisation. Donc, très intéressant d'Antoine Robitaille, journaliste de grande qualité à mon avis. Et voilà, donc, sur un autre registre... bon, évidemment, moi, c'est mon impression et je crois qu'elle est bonne. Disons que la POC roule pas pour nous autres ces temps-ci. Il y a énormément de
énormément de forces centrifuges dans les sociétés occidentales de plus en plus, que ce soit des cassures au niveau de l'idéologie, des ethnies, des religions, et j'en passe et encore. Donc, chacun se réfugie un peu dans l'entre-soi, puis on perd un peu de vue ce qui peut rassembler les gens dans une société. Puis, à preuve, on voit l'espèce de délire médiatique qu'il y a eu au niveau de la Charte des valeurs, qu'on disait comme étant quelque chose de xénophobe, divisif, et j'en passe, alors que l'objectif premier était justement de créer un lien social, de pouvoir mettre tout le monde sur le même pied, sur une base plus égale, disons, dans la société, disons. Mais bon, donc pour ça, j'en viendrai un petit peu, petit commentaire sur le Parti québécois. Bon, moi, ça me rassure pas. On a parlé, si je me trompe pas, c'était lundi avec Patrick, un dénommé Patrick. Patrick Sénaud, oui. Et voilà, donc, qui est militant du PQ et qui est sur le CA de Vio, si je me trompe côté pas. de Vio, ouais. Et voilà, il avait été au, je sais pas si c'était un conseil national du Parti québécois, et qui nous disait, bon, vous l'avez vu dans les journaux probablement, chers auditeurs, mais que le Parti québécois entamait un virage vert, un virage envers la diversité, n'est-ce pas, pour reprendre tous les beaux termes radio-canadiens, et que c'était dorénavant leur stratégie pour 2018, le fameux chemin des victoires. Bon, personnellement, j'en suis fort déçu et fort inquiet, malgré que je voterai PQ, j'ai pas de misère à le dire, parce qu'il faut savoir où est notre intérêt objectif, tout simplement, puis il faut commencer à voter en bloc. Il faut arrêter, les Québécois, de se diviser sur le vote. Il faut arrêter de voter pour des niaiseries du genre Québec solidaire ou Option nationale, malgré qu'ils ont des bons points. C'est pas intelligent d'aller sur le plan politique. On peut faire des mouvements politiques, on peut faire des mouvements communautaires, on peut faire du lobbying si on veut. Mais pression, assemblée publique. Exactement. Mais le système parlementaire britannique, qui est encore une fois une relique de notre passé colonial, veille au grain, puis ne nous permet pas de nous diviser de telle façon. Donc, demandez-vous pourquoi un dénommé Serrois, je me souviens plus son nom, un ami des Desmarais, a financé la CAQ en bonne partie. Demandez-vous pourquoi Philippe Couillard est si content de voir Gabriel Nadeau-Dubois rentrer à l'Assemblée nationale. Posez-vous ces questions-là pour finalement en venir à la conclusion qu'il ne faut pas jouer avec les règles de nos ennemis politiques. Tout simplement. Il ne faut pas jouer leur jeu et leur stratégie. Donc pensez à ça, propagez la bonne nouvelle là-dessus. Si vous avez des enfants, des proches, dites-leur, faites-leur comprendre, faites passer certains bouquins style Sun Tzu, L'art de la guerre. Une fois qu'on lit ça, on est plutôt aguerri à mon avis. Lisez Orwell, très important. Lisez Machiavel. Enfin, donc petit conseil de lecture comme ça, puisqu'on n'a pas le choix si on croit en la justesse du Québec libre pour, justement, l'amélioration de nos conditions économiques, sociales, culturelles, tout simplement la survie à long terme du peuple québécois. Bon, il faut s'armer jusqu'aux dents, intellectuellement parlant, politiquement parlant. Il faut être capable de combattre, puis il faut surtout ne pas se faire laver le cerveau, comme c'est trop souvent le cas. Puis moi, je peux vous le dire, je viens de loin, je votais pour Option nationale, j'ai même milité pour eux. À un moment donné, quand on comprend comment la politique fonctionne, quand on comprend les rapports de force, on s'assagit, puis on vote du bon bord, tout simplement. Malheureusement, ça se résume encore à ça. Antoine, j'aimerais te lire une lettre de Patrick Bourgeois signée aujourd'hui concernant la fameuse propriété de Jean Charest, ou en tout cas où il habite. C'est dès 2006 que j'avais dit qu'il y avait quelque chose de très pourri au royaume de Jean Charest. L'histoire est ici évoquée.
Ce fut une grosse affaire à l'époque. Charest avait envoyé ses huissiers chez nous. Son avocat menaçait à l'aide de toutes sortes de mises en demeure. Son pote, Luc Lavoie, me diffamait en ondes. Ils l'ont congédié. Ils ont congédié des journalistes. Lavoie était alors boss chez Québécois. Mais je n'ai jamais plié. J'ai refusé de me rétracter et de m'excuser comme l'exigeait le premier ministre Jean Charest, car j'avais raison, et je le clame toujours aujourd'hui. Au lieu de plier, j'en ai plutôt rajouté une couche en publiant un livre qui allait beaucoup plus loin et qui démontrait hors de tout doute que Jean Charest était pourri. C'était La Nébuleuse, le titre. S'il ne m'a jamais poursuivi, c'est parce qu'au tribunal, il aurait été obligé de répondre à nos questions. Ce qu'il n'était pas tenu de faire tant que les questions émanaient d'un simple journal militant sur la place publique. La stratégie de Jean Charest a été alors de se cacher comme un poltron qu'il est. Post-scriptum, on savait que Jean Charest louait la maison, et on avait publié l'info. En louant, c'était un bon coup, car ça protégeait beaucoup mieux ses secrets que si la maison avait été à lui. Secret bien gardé alors que Sam Pollock, secret gardé alors que Sam Pollock louait la dite maison. Peut-être que l'enquête de l'UPAC démontrera enfin que j'avais à l'époque raison. Mais j'en doute. Je sais pas quoi. Signé Patrick Bourgeois. Voilà. Mais je peux vous dire une chose. Je pense que on va faire certaines petites vérifications ici là, sur radioinfocité.com. On va voir si la propriété lui appartient. Il est 22h53. Merci Antoine. Et puis, écoute, on va être là samedi ensemble. On va aller au colloque. Et puis, évidemment, on va aller inspecter ça, voir si c'est pas toute une gang de racistes, ce monde-là. Tout à fait. Puis, on va commenter sur Radio Infocité toute la journée, mon cher Antoine. Merci Denis François. Merci à tous les auditeurs. Denis Laberge. Denis Laberge, salut. Comment ça va? Bonsoir, messieurs. Ça va bien ce soir, mon cher Denis? Oui. Alors, des nouvelles. Alors, l'équipe cubaine a terminé sa tournée au Québec et ça se sera soldé par une fiche de 3 victoires et 5 défaites. Puisqu'hier et aujourd'hui, les capitales de Québec ont remporté des victoires respectivement par la marque de 11-3 hier et de 5-1 aujourd'hui. Hier, à Trois-Rivières, les Aigles, qui perdaient 5-0 à la 9e manche, sont revenus de l'arrière pour l'emporter par la marque de 6-5. Face aux champions d'Ottawa, les Aigles étaient inactifs ce soir dans la Ligue de baseball Can-Am. Dans la Ligue élite du Québec, eh bien hier, le Saguenay a tenté de revenir de l'arrière à Jonquière, mais s'est incliné finalement par la marque de 7-6. Repentigny a remporté la victoire devant ses partisans face à Laval 8-2. Ce soir, Longueuil a remporté la victoire à Quaticook 18-7. Et une septième victoire cette saison pour les Orioles de Montréal au stade Gary Carter, 7 victoires, 6 défaites. La victoire ce soir, 13-7 face aux Cardinaux de la Salle. Et c'est tout pour les matchs de ce soir dans les Alors, dans la Ligue Can-Am et Élite, donc, et il y avait quand même pas mal de monde. Disons que la série Cuba-Québec a été quand même bien suivie. C'était plein à craquer, notamment mardi soir. Et ce soir, c'était plein à craquer. Hier, il n'y avait pas, pour une raison que j'ignore, il n'a pas été possible d'avoir la retransmission du match via le site de la Ligue Can-Am. Deux choses qu'on va parler demain. Évidemment, c'était aujourd'hui le 52e anniversaire de la première parution du Journal de Montréal, un 15 juin, même ça fait 53 ans, donc en 1964. On rendra hommage par ce fait même à Pierre-Carl Péladeau tout en relatant les faits saillants de l'histoire du Journal de Montréal. Et pendant que vous étiez en train de parler à Stupid et à Alexandre, moi j'ai parlé à Michel Courchaine
J'ai fait entendre des extraits de l'émission de Max hier soir. Ce que je peux vous dire, on y reviendra demain aussi, mais il ne regrette aucunement les décisions qui ont été prises par le gouvernement Charest face à l'industrie des courses, ce qui vous a été décrit hier. Et elle m'a dit que si c'était à refaire, elle recommencerait pareil, et je vous expliquerai pourquoi aussi. Demain. Non, demain. Donc, j'y compte bien parce que ça va intéresser Max et je pense que Max ne pourra pas être à l'écoute demain, mais je vais lui demander au moins quand ça sera archivé, ouais, qu'il puisse pouvoir l'écouter. Denis, merci beaucoup. On va se parler demain soir vers 21h45. En attendant, j'ai une belle un petit cantique à vous faire entendre concernant la maison de Jean Charest, parce que je pense que c'est la journée pour le faire. Donc, merci Denis, on se parle demain soir. Puis bonsoir M. Paquette, alors au plaisir de se reparler aussi éventuellement. Tout à fait, bonsoir à vous. Et donc, je vous laisse là-dessus ce soir. C'est des enfants qui vont interpréter cette pièce musicale. Et cette pièce, je la dédie à Jean Charest. Ça te va, ça? Ça te va, ça, Antoine? John James, qu'il faut dire. La vérité vient de la bouche des enfants, mesdames et messieurs. À demain, tout le monde, sur radio-infocité.com. Salut! C'était le Journal du soir sur radio-infocité.com avec François Saint-Louis.